Bien, rebonjour donc pour la deuxième partie, la deuxième vidéo donc de ce cours. Euh, En fait, je vais voir maintenant avec vous un peu les astres et comment les astres marquent le temps. C'est des choses que vous savez tous plus ou moins, mais on va quand même les revoir hein, pour essayer d'en dégager quelques petits éléments. Bon. Première chose, en fait, c'est le jour, ou d'ailleurs plus exactement la journée. Donc, le jour, c'est simple, hein, pour faire 24 heures, faire une journée, ce qui va être déterminant, c'est la rotation de la Terre, hein, le fait que la Terre tourne sur elle-même. Alors, en pratique, c'est des choses qu'on sait aujourd'hui, mais que les hommes du Moyen Âge ne savaient pas. C'est pas tout à fait régulier, hein. Il y a de petites variations, de l'ordre de 1 milliseconde par jour, hein. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein, surtout c'est immesurable avant les mesures physiques contemporaines. Mais bon, voilà. Petite chose aussi, je vous le dis, la journée tend à s'allonger, hein. C'est une bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire que plus vous allez vieillir et plus vous aurez de temps pour dormir. Mais ceci dit, ça s'allonge que très longuement, hein, seulement 2 millisecondes par siècle, c'est-à-dire ça se voit relativement peu. Vous savez que cette journée est divisée en heures, hein. On a 24 heures, donc 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Cette division en heures et en minutes est extrêmement ancienne. De toute manière, c'est logique, hein, en heures, on est sur une base 12, c'est étrange. Nous, on est sur une base 10 dans notre civilisation. Minutes 60, hein, 5 fois 12. Secondes, c'est pareil, voilà. Et ça traduit une civilisation très ancienne qui a légué, avec son système du temps, aussi son système numérique. Bon. Et cette civilisation qu'il y a derrière, c'est en fait la civilisation mésopotamienne, hein, puisque c'est en Mésopotamie, peut-être même d'ailleurs avant, on n'en sait rien, c'est en Mésopotamie que s'est défini, il y avait de grands astronomes ou astrologues, comme vous préférez, en Mésopotamie, et qui comptaient le temps. Et c'est dans cette civilisation que s'est donc définie la logique des heures, des minutes et des secondes. Alors, le Moyen Âge s'occupe pas tellement des secondes, encore pas non plus des minutes. Les minutes, c'est trop court pour eux. Il s'occupe des heures, mais il a une logique différente des nôtres. Il compte pas les heures les unes après les autres. Parce que bon, quand on n'a pas de montre, compter l'heure ou alors vraiment à la fin du Moyen Âge. Mais, il a l'habitude plutôt de compter les heures par bloc de 3 heures. Donc on a la 3e heure, hein, l'heure de terce. On a, la 6e heure, l'heure de sexte. On a la 9e heure, l'heure de noon. Voilà, hein, c'est terce, sexe, none, 3e heure, 6e heure, 9e heure, hein. 3e heure, c'est en gros 9 heures, hein, la 6e heure, c'est midi, la 9e heure, c'est en gros, 16 heures, dans l'après-midi. Bon, ce sont des choses qui sont assez intuitives, hein, on fonctionne comme ça, on se donne rendez-vous, par exemple, à none, hein, c'est-à-dire au milieu de l'après-midi. Heu, pour tout vous dire, les hommes du Moyen Âge ont eu tendance à avoir une conscience très floue, très vague, de l'heure, hein, par exemple, dans la règle de saint Benoît et qui reprend, ce faisant, les règles plus anciennes des moines, on dit que les moines ne doivent manger qu'à none, c'est-à-dire au milieu de l'après-midi. La moitié de l'année, c'est le seul repas qu'ils mangent. Donc ils ont très faim et ils ont triché et progressivement, beaucoup d'entre eux ont réussi à avancer none pour en fait manger au milieu de la journée. Et on le voit encore en anglais, hein, en anglais, none est devenu noon, mais noon, c'est pas la moitié de l'après-midi, vous le savez, noon, c'est midi, voilà, hein, qui montre aussi à quel point on a pu avoir comme ça des heures assez vagues, assez floues, hein. Au Moyen Âge, en fait, on faisait avancer ou reculer l'heure comme ça pouvait nous arranger. Il existe une autre durée de temps qui est aussi d'origine astrologique, c'est, la semaine. La semaine, elle est liée au fait que les anciens pensaient que, le monde sidéral s'organisait fondamentalement autour de 7 astres
hein, que vous avez ici, le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne. Alors, beaucoup des choses dont je vous parle sont encore considérées comme véritables par les astrophysiciens, c'est-à-dire, par exemple, la notion de la journée, le fait, la rotation de la Terre. Encore aujourd'hui, tous les astrophysiciens fonctionnent sur cette base-là, et c'était connu depuis la Mésopotamie. En revanche, la notion de semaine basée sur ces 7 astres, aujourd'hui, n'est plus reconnue comme telle. Et la semaine, en quelque sorte, n'a pas de validité. N'a pas de validité astronomique, si vous voulez. En revanche, elle est toujours utilisée aujourd'hui et on continue encore à donner les noms de ces 7 astres au jour, hein. Par exemple, bon, le soleil, en anglais Sunday, hein, le jour du soleil, le Monday, hein, le jour de la lune, ou en français le lundi, hein, le lundi, hein, di en latin, ça veut dire, c'est dies, ça veut dire le jour. On a aussi le jour de Mars, mardi, le jour de Mercure, mercoledì en italien, qui est donc à ce moment-là, mercredi en français, le jour de Jupiter, hein, Iovis, le génitif de Jupiter, je le dis en français, le jour de Vénus, qui va donner donc, vendredi, et le jour de Saturne, samedi, Saturday en anglais, hein, qui sont des choses assez classique, voilà, hein, mais sans validité, chaque jour est voué à un as, mais c'est une chose qui n'a pas de validité, hein, si ce n'est aujourd'hui dans l'astrologie des clowns, hein, mais pas dans un vrai discours savant, sur l'espace sidéral. Passons maintenant à la question de l'année. L'année, elle, est déterminée par la révolution de la Terre, le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Quand la Terre tourne autour du Soleil, elle décrit un anneau, un annus, hein, et c'est ce mot anneau, annus, qui a servi à désigner l'année, hein. Cette année, elle fait 365,2422 et encore plein de chiffres derrière. C'est un peu là le grand problème de l'astrologie. Les hommes essayent de voir comment marchent les astres pour comprendre comment marche Dieu. Et ils ont parfois des problèmes, c'est que Dieu a des drôles de systèmes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un truc tranquille, je sais pas, la Terre, il fait une journée, et puis il pourrait se dire, je fais tourner la Terre autour du Soleil en 100 journées. Eh ben non, il vous fait un truc un peu mal foutu, qui est irrégulier, 364, 24, 22. En plus, c'est assez irrégulier par ailleurs, enfin, à des millisecondes près, mais ça marche comme ça. En tout cas, il décrit un élément important, puisque l'orbite de la Terre, que fait la Terre chaque année, c'est 1 milliard de kilomètres, hein, c'est pas rien. Entre parenthèses, depuis que je parle dans cette vidéo, vous avez déjà pu faire des milliers, des dizaines de milliers même de kilomètres, puisque en fait, chaque seconde qui passe, la Terre se déplace, et nous avec, de 30 kilomètres par seconde. Donc on a une rapidité prodigieuse à l'intérieur de l'espace. Vous savez, je pense, que la Terre, en fait, le plan de la Terre est oblique, hein, et que donc ce plan de la Terre qui est oblique fait que nous avons donc des saisons différentes, hein, suivant la place de la Terre par rapport au Soleil. Il y a un moment où le plan de la Terre, l'inclinaison, si vous voulez, de la Terre, fait qu'elle est extrêmement éclairée par le Soleil, du moins dans son hémisphère nord. C'est ce qu'on appelle l'été, et le moment où elle est le plus éclairée, c'est ce qu'on appelle le solstice d'été. Il y a un moment au contraire, ou du moins à l'hémisphère nord, à l'hémisphère sud c'est l'inverse, hein, mais à l'hémisphère nord, le plan de la Terre fait que la Terre est très peu éclairée, c'est le moment où le jour est minimal, c'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver, hein, le moment où le soleil est à son minimum. Et puis, il y a de l'autre côté 2 moments dans lesquels le jour est égal à la nuit, hein, le jour equis égale nox la nuit, ce qu'on appelle l'équinoxe, le jour équinoxe, le jour comme la nuit. Il y en a un au printemps, ce qu'on appelle l'équinoxe du printemps, un à l'automne, hein, et ce qui permet en fait de modifier les choses, c'est évidemment
cet angle par rapport au plan de l'orbite, hein, 23 degrés, et ça vous donne en fait ces saisons, hein, qui vont s'organiser donc sur les notions de solstice et les notions d'équinoxe. Donc on a un équinoxe en mars, en juin, et un équinoxe en mars, un solstice en juin, un équinoxe en septembre et un solstice en décembre. Pour l'année 2020, j'ai pris un exemple, mais ça évolue d'année en année un peu légèrement. On est sur le 20 mars à 4h49, c'est le moment de l'équinoxe pur. Le solstice, c'est le 20 à 23h43, c'est là où le soleil en fait éclaire le plus l'hémisphère nord, bon, etc., etc. Et c'est comme ça que les saisons fonctionnent. Alors, je vous dis juste une petite chose, c'est qu'il y a un décalage entre les solstices, les équinoxes et les saisons. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez le solstice d'hiver, en général, c'est pas le mois le plus froid. Le solstice d'hiver, on est fin décembre. Et janvier, c'est pire. Hein, si vous regardez la météo, vous verrez que janvier est plus froid que décembre. Donc, ça s'explique pour une raison simple, c'est qu'il y a une forme d'inertie avec la Terre, hein, et que quand elle est peu arrosée par le soleil en quelque sorte, elle se charge moins en chaleur, mais comme elle a engagé de la chaleur, il faut un mois en gros pour qu'elle soit à son minimum de température. Et c'est pareil avec l'été, c'est pas au solstice d'été qui fait le plus chaud, hein, solstice d'été qui est là le 22 juin, mais il va falloir attendre un mois et demi pour avoir la période la plus chaude de l'année parce qu'il y a une force d'inertie, hein, et c'est progressivement que la Terre se charge en quelque sorte en chaleur. Bon. Je vous parle maintenant de ce qui est en fait le grand problème des hommes, c'est que on a une révolution de la Terre autour du Soleil qui se fait en 365, 24, 22 jours. Et comment vous faites une année avec 365,24, 22 jours? Alors, depuis toujours, on a cherché des solutions. Bon, je ne vais pas vous évoquer toutes les solutions de l'Antiquité dans ce cours, qui est seulement médiéval. En revanche, je vais remonter à Rome pour m'intéresser à la manière dont les astronomes romains ont essayé de régler le problème, hein, au temps de Jules César. Hein, Jules César qui a fait venir des astronomes orientaux, égyptiens en particulier, qui étaient les plus grands astronomes de son temps, et qui l'ont conseillé, hein, pour mettre en place un calendrier qui lui permettrait de rester fidèle à la logique des astres, même si la logique des astres pose un problème, c'est que je ne peux pas avoir une année qui fait 365,2422, etc. Hein, c'est soit 365, soit 366. Hein, j'ai assez peu de choix. Bon. L'idée des astronomes qui vivaient autour de Jules César a été la suivante, c'est de créer quelques grands principes qui vont déterminer ce qu'on appelle le calendrier julien, qui a été adopté par Jules César en 45 avant Jésus-Christ. Donc, ils vont décider que l'année durera 365 jours, et non pas 365, 24, 22, ce qui n'était pas possible. Donc, c'est 365, en sachant que ça fait un peu plus. Ils ont d'assez bonnes, ils n'ont pas les techniques physiques d'aujourd'hui, mais des capacités d'approximation qui sont quand même tout à fait remarquables. Bon, ils savent donc que c'est un petit peu plus de 365, et ils arrondissent, ce qui semble logique, à 365. Ils décident aussi que les solstices et les équinoxes seront placés arbitrairement au 25 du mois. Ils bougent un peu, en fait, normalement. Bon, ça pourrait être le 25, ça pourrait être le 26, le 24. Ils seront tous le 25, hein, pour simplifier les choses. Ils vont décider aussi qu'il y aura 12 mois, avec une année qui commence au 1er mars. C'est l'année romaine, hein, commence au 1er mars. Bon. On va avoir 12 mois. Alors, pour certains, on va donner des noms de dieux, hein, Mars, par exemple, hein, Mars, avril, mai, juin. Et pour beaucoup d'entre eux, on va juste les appeler par leur numérotation. Quintilis est le 5e mois, Sextilis, le 6e, septembre, le 7e, octobre, ça veut dire 8 en latin, hein, le 8e, novembre, hein, novem, 9 en latin, Décem, c'est 10, donc ça fait décembre, puis après janvier, comme le dieu Janus, et février. Bon.
Vous comprenez d'ailleurs la logique du système et aujourd'hui le caractère un peu absurde du fait qu'on continue à parler de septembre, d'octobre, alors que septembre et octobre sont respectivement les 9e et 10e mois de l'année, alors que leur nom veut dire 7e et 8e, septembre-octobre. Bon, mais c'est comme ça, c'est parce qu'on a décalé et on commence maintenant l'année au 1er janvier, non plus au 1er mars comme les Romains. Je reviendrai sur ces questions plus tard. Les astronomes aussi qui créent le calendrier julien vont aussi décider que les mois auront alternativement 31 ou 30 jours. Autrement dit, mars a 31 jours, avril 30, mai 31, juin 30, quintilis 31, sextilis 30, etc., etc. Il y a une seule exception à ça, parce que ça fait 365 jours et pas 366, c'est février qui en a 29. Enfin, c'est le 4e principe du calendrier julien, il décide de créer une année bissextile qui aura 366 jours tous les 4 ans. Hein, c'est un truc assez génial comme idée, hein, puisque l'année fait 365, 24, 22, je fais 365 par an et tous les 4 ans, je fais 366 et on rajoutait un jour en février. Et février, le jour ajouté, devenait un mois de 30 jours, et c'était une année parfaite, hein, parce que l'année bissextile, on a 31, 30, 31, 30, 31, 30, jusqu'à février qui fait 30 jours. Tout est parfaitement équilibré. Bon. Vous constatez en fait une chose quand même, c'est l'année julienne, elle a 3 ans à 365 jours, et une année à 366, autrement dit, l'année julienne a 365,25 jours. Ça, c'est les bases du calendrier julien, tel qui va être appliqué très longtemps, et en particulier tel qui va être appliqué pendant toute la période médiévale, qui est encore appliqué d'ailleurs, par exemple, dans l'Église orthodoxe russe, qui applique encore ce calendrier-là, hein, bon, qui a été réformé dans beaucoup de cas, mais qui perdure encore parfois. Alors, juste au temps des Romains, on a fait un petit toilettage après la mort, dans le 1er siècle de l'existence du calendrier julien d'ailleurs, après la mort de César. D'abord parce qu'ils ont commencé à créer un mois de juillet, à la place du mois de Quintilis. Quand Jules César est mort, Auguste a décidé que, comme Jules César était un très grand personnage, il fallait lui consacrer un mois. C'était aussi, ça relevait du processus de sa divinisation. Comme les dieux ont des mois, comme Mars a par exemple un mois, comme Janus a un mois, Julius César a eu son mois, et c'est comme ça qu'on a créé le mois de juillet, le mois de Jules. Et on lui a mis évidemment 31 jours, parce que Jules César n'aurait pu supporter d'avoir un petit mois à 30 jours. Bon, à la mort d'Auguste, on a posé le même problème. Puisque Jules a eu un mois, pourquoi pas Auguste? Donc on a décidé que le mois de Sextilis, le 6e mois, serait en fait appelé le mois Augustus, en français août, hein, le mois d'Auguste. Avec un petit problème, c'est que Sextilis n'avait que 30 jours. Et ça paraissait humiliant de ne refiler que 30 jours à Auguste alors que Jules en avait 31. Du coup, on a décidé qu'août aurait 31 jours et on a supprimé un mois en février qui n'en a plus que 28. Sauf l'année bissextile, on en a 29. Bon, ça vous fait déjà ce système une bizarrerie. Vous avez 2 mois qui suivent à 31, le mois de Jules César, juillet, et le mois d'août pour Auguste. Et puis, un mois de février un peu étrange parce qu'il a soit 28, soit 29. Bon. Le calendrier julien est un calendrier assez génial, mais vous remarquez quand même, si on le critique maintenant, qu'il a un défaut. C'est que l'année julienne fait 365,25 jours, hein, en moyenne, hein, 3 fois 365 et une fois 366, ça fait une moyenne de 365,25. Et il y a une différence, évidemment, avec la réalité astronomique, puisque dans la réalité, en moyenne, l'année fait 365,2422. Ça signifie une chose, c'est que en moyenne, l'année julienne, chaque année, en quelque sorte,
avance un peu plus vite, pour dire les choses comme ça, de 0,0078 jours par an. Alors, 0,0078 jours par an, on n'en a rien à foutre que cette différence. On n'en a rien à foutre pendant un an, on n'en a rien à foutre pendant 10 ans, parce qu'au bout de 10 ans, ça fait 0,078. Au bout d'un siècle, ça fait 0,118. Au bout de 2 siècles, ça fait 1 jour et demi. C'est-à-dire qu'en fait, progressivement, sur 1 jour et demi, votre temps astronomique va se déplacer par rapport au temps julien qui a été défini. Je vais vous l'expliquer un peu autrement. Lors du concile de Nicée, qui a eu lieu en 325, c'est-à-dire 325, nous étions près de 4 siècles après l'élaboration du calendrier julien. Bon. À ce moment-là, déjà, on était quasiment à 3 jours de décalage. Et ils ont dû prendre une mesure, parce que le calendrier ne fonctionnait plus. La mesure a été la suivante, c'est qu'on a dû réadapter les solstices et l'équinoxe. Il y avait un trop grand décalage, et on a désormais décidé que l'équinoxe du printemps ne serait plus fixé au 25 mars, mais au 21 mars. Ça aura des éléments relativement importants. Donc, on a essayé de recaler, vous voyez, le système 4 siècles après, hein, en avançant en quelque sorte les équinoxes et les solstices. C'est-à-dire que le solstice du calendrier julien, à l'origine, était le 25 décembre, puis finalement, on a décidé que le solstice, on allait le mettre le 21 décembre. Hein, voilà, de recaler le système comme ça, qui avait pris un décalage lié à ces fameux 0,0078 jours par an. Bon. Ceci dit, on est là au IVe siècle. Et puis, le temps continue à avancer. Donc, il y avait un décalage qui avait amené au 21 mars, mais 4 siècles plus tard, on a un décalage qui fait que le vrai solstice d'hiver, en fait, il tombe, si on regarde le soleil, il tombe au 17 mars. 8 siècles plus tard, votre solstice d'hiver, il tombe au 13 mars. Bon, progressivement, les choses comme ça se décalent. Bon. En 1582, un pape qui s'appelle Grégoire XIII va ordonner de modifier les choses parce qu'à son époque, il y a une dizaine de jours de décalage par rapport au calendrier julien déjà modifié au concile de Nicée. Il faut modifier les choses. Alors, il aurait pu refaire comme avait fait le concile de Nicée, c'est-à-dire juste dire ben, je vais prendre à nouveau 10 jours de décalage et je vais mettre le solstice le 11 décembre, par exemple. Bon. Il a décidé, en fait, de faire un truc beaucoup plus fort, hein, de faire un nouveau calendrier sur de nouvelles bases, qu'on appellera ça le calendrier grégorien. Hein. Et pour faire ce calendrier grégorien, il a pris en fait de nouveaux principes. Premier principe, il a décidé non pas de décaler le 11, le solstice du 21-11, mais de supprimer du calendrier 10 jours. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est levé un jour X, ça dépendait un peu des pays, et le lendemain, on était 10 jours après. Donc, il y a 10 jours qui ont été supprimés. Hein. Alors, ça avait pour certains des avantages, pour d'autres des inconvénients. Quand vous perdez 10 jours dans un mois, ben, si vous êtes salarié, c'est sympathique. Hein, vous travaillez 10 jours de moins pour un salaire identique. Si vous devez payer un loyer mensuel, c'est plus embêtant. Hein, c'est-à-dire que là, votre loyer, c'est pour 20 jours. Bon. Et puis, il prend une deuxième mesure, c'est que le pape Grégoire XIII va décider que dans son calendrier réformé, donc ce qu'on appellera un calendrier grégorien de Grégoire XIII, les années multiples de 100 ne seront pas bissextiles. C'est-à-dire qu'en gros, il va décider que, par exemple, l'année 1700 ne sera pas bissextile. Hein. L'année 1800 ne sera pas bissextile. L'année 1900, par exemple, n'a pas été bissextile. Et je vous le dis, ceux qui auront la possibilité, je pense qu'ils seront très très peu nombreux parmi mon auditoire, mais peut-être il y en aura, ceux qui auront la possibilité de vivre jusqu'en 2100, eh bien, cette année-là, ils auront une surprise étonnante. Ils s'apercevront que même si 2100 est multiple de 4, eh bien, 2100 ne sera pas bissextile. C'est le calendrier grégorien.
pour corriger l'erreur de 0,00118. On enlève une année bissextile de temps en temps. Ceci dit, ils ont calculé que la correction était trop forte. Alors, ils ont décidé de rajouter à la règle, les années multiples de 100 ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont multiples de 400. Par exemple, moi, à votre différence, j'ai vécu l'année 2000, et l'année 2000 était fascinante parce que ça n'arrive qu'une fois tous les 400 ans. Cette année-là, alors que c'est une année multiple de 100, eh bien, comme elle est aussi multiple de 400, elle a été une année, en fait, bissextile. Ça, c'est, vous voyez, ce principe, année multiple de 100, pas bissextile, hein, sauf si elles sont multiples de 400, ou à ce moment-là, elles restent bissextiles. Pour voir ce que ça donne l'année grégorienne, si je le compare par exemple au calendrier julien, il y a une erreur dans l'année grégorienne, hein, c'est 0, en fait on a un petit décalage de 0,0001 jours par an. Ce qui fait qu'à un moment, certains ont dit, il faudrait encore corriger. Ceci dit, tous les gens raisonnables ont dit non, on s'en fout complètement, hein. C'est un système où, si vous voulez, il faut 1000 ans pour un jour de décalage. Donc, on verra dans 1000 ans. Mais s'il faut, de toute manière, il y aura un tout autre calendrier, donc le problème ne se posera pas. Dernier petit point dont je vous parlerai au prochain cours, c'est la Lune, mais on va faire maintenant une petite pause là-dedans, et avant de se retrouver pour une troisième vidéo.